Tout le monde pensait que Justine Bateman était destinée à devenir la prochaine grande star d'Hollywood après Family Ties. Au lieu de cela, elle a disparu des projecteurs pendant des années. La raison n'était pas la drogue, le scandale ou l'épuisement professionnel, mais quelque chose de bien plus sinistre. Ses agents lui ont proposé un marché qu'elle ne pouvait pas accepter. Ils voulaient qu'elle efface une partie d'elle-même pour continuer à travailler. Elle a rencontré des chirurgiens, elle a réfléchi à l'offre, et puis elle a tout abandonné. Ce qu'elle a révélé en 2021 à propos de cette décision a déclenché une révolution qui continue aujourd'hui encore à remodeler Hollywood. Justine Bateman est née le 19 février 1966 à Raleigh, dans l'État de New York. Sa mère Victoria était hôtesse de l'air chez Pan Am. Née à Malte et élevée en Angleterre. Victoria a donné à la maison une atmosphère nettement britannique. Son père Kent Bateman était fermement ancré dans l'industrie du spectacle en tant qu'entraîneur d'acteurs et directeur de théâtre. Leur maison était toujours remplie de scénarios d'acteurs et de conversations interminables sur le métier. Son enfance n'a rien d'ordinaire. À 2 ans à peine, Justine entendait déjà les répétitions et regardait les auditions se dérouler dans son salon. 4 ans plus tard, son jeune frère Jason est né. Il deviendra par la suite aussi célèbre qu'elle. Hollywood les a décrites plus tard comme une paire rare de frères et sœurs, 2 étoiles brillantes, élevées sous le même toit, façonnées par la même énergie chaotique et ambitieuse. À l'âge de 4 ans, la vie de Justine est déjà marquée par des adieux constants. La carrière de son père exigeait de fréquents déménagements Salt Lake City, diverses régions de Californie, etc. À l'âge de 12 ans, elle avait déjà fréquenté 5 écoles primaires différentes dans 3 États. Chaque déménagement l'a obligée à s'adapter rapidement, à déchiffrer les gens et à s'intégrer où qu'elle se trouve. En apparence, elle semblait flexible et sociable, mais au fond, elle se sentait déracinée, comme si elle n'avait jamais été à sa place nulle part. Ce besoin précoce d'adaptation a semé les graines du perfectionnisme et d'un besoin presque incessant de contrôle. La vie à la maison est encore plus intense qu'à l'école. Kent traitait ses enfants moins comme des enfants que comme des protégés. À l'âge de 8 ans, Justine et Jason étaient soumises à des routines quotidiennes strictes. Pas de corvée ni de jeux, mais des lectures de scénarios, des exercices vocaux et des événements de réseautage. Les conversations lors des dîners ne portaient jamais sur les dessins animés ou les potins de l'école. Elles tournaient autour des techniques d'interprétation, des stratégies de carrière et du business du spectacle. Kent tenait même des registres écrits. Il notait ses enfants sur leur apparence et leur assurance et transmettait ses notes aux agents. Il a chronométré leurs auditions et les a comparées les unes aux autres. Jason a décroché son premier grand rôle dans La petite maison dans la prairie à l'âge de 10 ans. Cela a mis la barre plus haut pour Justine, qui n'avait que 12 ans, mais ressentait déjà une immense pression. Pour elle, l'anxiété a commencé dès ce moment-là. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Chaque audition ressemblait à un test qu'elle risquait d'échouer. L'école publique n'apporte aucun soulagement. Contrairement à de nombreux enfants de célébrités, les Bateman ont été scolarisés dans des écoles normales. Kent pensait que cela leur permettait de garder les pieds sur terre. Au lieu de cela, Justine s'est retrouvée encore plus isolée. Les enseignants la traitaient différemment. Ses camarades de classe se moquaient d'elle. Certains accusent ses parents d'être faux, tandis que d'autres chuchotent que la famille fait semblant d'être normale. Les fêtes d'anniversaire et les soirées pyjama ne la concernent pas car d'autres parents gardent discrètement leurs enfants à l'écart des enfants d'Hollywood. Dès le CM, un de ses camarades de classe ont fait d'elle la cible d'un jeu cruel qu'ils ont appelé Hollywood Justine. Ils se moquent d'elle sans relâche, surtout lorsqu'elle auditionne pour les pièces de théâtre de l'école. Extérieurement, elle a appris à rester calme. Intérieurement, elle se sentait comme une étrangère, quelqu'un qui jouait toujours un rôle. Ce sentiment de ne jamais être à sa place perdurera à l'âge adulte, même dans des contextes amicaux. À 13 ans, la famille s'installe définitivement à Los Angeles, choisissant la vallée de San Fernando
pour rester proche des auditions et des événements de l'industrie. Kent savait que les deux enfants arrivaient à l'âge idéal pour décrocher des rôles à la télévision, et il n'avait pas l'intention de perdre du temps. En l'espace de 6 mois, Justine a signé avec la même agence que Jason. Les initiés ont parlé d'un accord global entre frères et sœurs, une opération de marketing qui rendait les deux enfants plus précieux pour les directeurs de casting. Désormais totalement immergée à Hollywood, Justine passe constamment des auditions. Au cours de ses 18 premiers mois à Los Angeles, elle a participé à plus de 150 auditions, un nombre stupéfiant, même selon les normes actuelles. Kent a suivi chacune de ces auditions, enregistrant les commentaires des directeurs de casting, notant les concurrents et dressant la liste des améliorations que Justine devait apporter. Leur maison de Woodland Hills est devenue à la fois un espace de vie et un atelier d'art dramatique. Kent dirigeait les séances depuis le salon, et Justine était tenue d'y assister, même lorsqu'elle jonglait déjà entre ses études et ses emplois d'actrice professionnelle. À 15 ans, en 1981, elle décroche son premier emploi professionnel. Ce n'était qu'une publicité, mais c'était son début. Ce que les gens ne voient pas, c'est à quel point les choses sont difficiles en coulisses. La Californie avait des règles strictes pour les jeunes acteurs. Elle devait maintenir ses notes à un niveau élevé, sinon elle ne pouvait pas continuer à travailler. Cela signifie qu'elle était toujours pressée. Elle tournait une publicité, puis se dépêchait de retourner en classe. La plupart des adultes auraient trouvé cela épuisant, mais pour Justine, c'était devenu normal. Chaque heure devait compter. Elle a appris à gérer son temps comme une pro, en conciliant audition et travail scolaire. C'est une pression qu'elle n'a jamais souhaitée, mais qui l'a rendue plus forte. Elle est allée au lycée Taft à Woodland Hills. Tout le monde savait qu'elle avait du talent, surtout en cours d'art dramatique. Mais elle n'a pas pu profiter de son statut d'adolescente ordinaire. Pendant que les autres élèves se rendaient au bal de fin d'année ou au match de football, elle était sur le plateau de tournage ou se rendait à des auditions. Ses professeurs admiraient sa présence naturelle sur scène, mais la plupart de ses camarades de classe ne la voyaient guère. Elle a renoncé aux fêtes et aux week-ends pour poursuivre quelque chose de plus grand. À l'âge de 15 ans, elle prenait de sérieuses décisions en matière de carrière. Ce sacrifice précoce façonnera plus tard sa vision de la célébrité et de ce que signifie réellement grandir sous les feux de la rampe. Malgré son talent, le chemin n'est pas facile. Entre 1980 et 1981, elle essuie refus sur refus. Elle a auditionné pour plusieurs séries télévisées pilotes, mais n'a pas décroché les rôles. Hollywood peut être cruel comme ça. Ce n'était pas toujours une question de talent. Parfois, les directeurs de casting lui disaient qu'elle était trop grande, qu'elle n'avait pas la bonne couleur de cheveux, ou qu'elle n'était tout simplement pas le type qu'ils voulaient. C'était déchirant. Chaque non ne concernait pas seulement son rêve. Il signifiait aussi une baisse de revenus pour la famille. Mais chaque échec la rendait plus forte. Ces leçons de rejet lui ont été utiles plus tard lorsqu'elle a décroché des rôles importants et qu'elle a dû continuer à aller de l'avant dans une industrie qui peut se refroidir du jour au lendemain. La même année, en 1981, elle obtient enfin un petit rôle dans La Petite Maison dans la Prairie, la même série dans laquelle son frère Jason a déjà fait ses armes. Jason n'a que 12 ans, mais il a déjà un rôle régulier. Justine, plus âgée, avait encore du mal à se faire remarquer. Mais travailler dans cette série lui a permis d'acquérir une véritable expérience. Il ne s'agissait pas seulement de dire des répliques, mais aussi d'apprendre à jouer à une époque donnée, de comprendre comment les gens se déplaçaient et parlaient à l'époque, et d'être respectueux de chaque petit détail. Elle a observé de près des stars expérimentées comme Michael Landon. Elle a appris à se comporter sur le plateau, à s'adapter aux différents réalisateurs et à mémoriser rapidement les scénarios. Tout cela l'a préparée à ce qui allait suivre son rôle marquant dans Family Ties, en 1982. Justine Bateman
n'avait que 16 ans lorsqu'elle a décroché le rôle de Mallory Keaton dans la série Family Ties diffusée sur NBC. Au début, Mallory était censée être intelligente. C'est ainsi que les scénaristes l'ont écrite. Mais lors des premiers essais, les gens riaient davantage lorsque Justine agissait comme si Mallory était un peu perdue. La chaîne s'en est aperçue et a pris une décision surprenante. Elle a réécrit l'ensemble du personnage, le transformant en un type typique de blonde idiote. Cela a fait rire, cela a rendu Mallory populaire, et cela a enfermé Justine dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Elle a continué à jouer cette version de Mallory pendant des années. Ce qui est étrange, c'est que dans la vraie vie, Justine était incroyablement intelligente. Elle a même obtenu plus tard un diplôme d'informatique à l'UCLA. Mais à l'époque, le public ne voyait que la version idiote. En 1984, Family Ties est devenue l'une des plus grandes séries télévisées. En l'espace de 2 ans, elle est passée de l'anonymat à la 5e place du classement national. Justine et Michael J. Fox étaient très complices à l'écran, et leurs scènes communes ont attiré des millions de téléspectateurs. Elle a commencé à gagner $0 par épisode. En 7 saisons, elle est apparue dans plus de 170 épisodes. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi brillantes. La série reprenait toujours les mêmes intrigues. Alex, le personnage de Michael, se trompait, puis s'excusait. C'était la formule. Justine voulait plus que cela. Elle voulait des histoires plus profondes et plus émouvantes pour Mallory. Mais cela n'a jamais été le cas. Au fur et à mesure que la série se concentrait sur Michael J. Fox et l'ascension de son personnage, le personnage de Justine a été mis de côté. La série avait commencé comme une histoire familiale équilibrée, mais elle est peu à peu devenue la série d'Alex. Même les parents joués par Michael Gross et Meredith Baxter ont eu moins à faire. Le rôle de Justine s'est enlisé dans les mêmes blagues, le shopping, les petits amis, l'ignorance. Elle était frustrée. Elle voulait se dépasser, mais les scénarios l'en empêchaient. Même si les acteurs s'amusaient sur le plateau, jouant avec des pistolets à eau et plaisantant, la tension était toujours présente. Meredith Baxter n'était pas contente non plus. Elle avait l'impression que son rôle avait été réduit. Et tandis que la carrière cinématographique de Michael J. Fox a pris son envol, Justine s'est sentie coincée. En décembre 1983, Justine a remporté le Young Artist Award de la meilleure jeune actrice dans une série comique. La cérémonie de remise des prix était animée par son frère Jason Bateman et River Phoenix. Elle sourit, mais c'est aussi le début de quelque chose de plus sombre. La célébrité a frappé fort. Les paparazzi la suivaient partout. Les magazines pour adolescents n'arrêtaient pas d'écrire sur elle. Elle n'était qu'une adolescente, mais ses moindres faits et gestes étaient épiés. Elle a déclaré plus tard que l'absence de vie privée la rendait malheureuse. Le fait de gagner des prix ne l'a pas empêchée de perdre le sens de la vie normale. Elle devenait célèbre et malheureuse à la fois. En 1984, Family Ties attirait plus de 20 millions de téléspectateurs chaque semaine. Justine est devenue une célébrité, mais son monde se rétrécit. Des étrangers l'approchaient constamment. Elle ne pouvait plus sortir comme une fille ordinaire. Elle avait perdu sa liberté. Même si elle était nominée aux Emmy et félicitée pour son travail, elle sentait que quelque chose se brisait en elle. Elle a commencé à penser à l'avenir, et celui-ci ne s'annonçait pas brillant. De 1985 à 1987, alors que la série reste au sommet. Justine continue de se montrer. Elle filme tous les épisodes tous les 176. Mais quelque chose est en train de changer. En 1986, elle réalise un exploit à tout juste 20 ans. Elle met en scène un épisode de la série. C'était rare, surtout pour une jeune femme à Hollywood. Ce petit moment lui a donné un aperçu de ce que pourrait être son avenir derrière la caméra, prendre des décisions. Elle a également obtenu 2 nominations aux Emmy Awards en 1986 et 1987
et plus de 30 millions de téléspectateurs ont regardé l'épisode qu'elle a réalisé. Mais même avec ce succès, elle portait une douleur cachée. Depuis l'âge de 16 ans, Justine luttait silencieusement contre des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, suralimentation. La pression exercée sur elle pour qu'elle soit parfaite la détruisait de l'intérieur. Elle s'enfuyait parfois du plateau pour se rendre malade entre deux scènes. Son poids était critiqué par les magazines. Des inconnus jugeaient son corps. Elle a dit un jour que son image corporelle était horrible. Elle tournait des scènes alors qu'elle avait des vertiges, parce qu'elle n'avait pas mangé, et le monde la voyait toujours comme la joyeuse Mallory. Même lorsqu'elle était en difficulté, elle a fait des choix judicieux. En 1986, elle est apparue dans des séries sérieuses comme Saint Elsewhere. Son frère Jason apparaît dans le même épisode. Elle aurait pu accepter des rôles au cinéma des offres de gros sous valant 2 ou 3 millions, mais elle est restée fidèle à Family Ties. Elle a même réalisé des vidéos éducatives pour les adolescents. Elle voulait montrer qu'elle ne s'intéressait pas seulement à la célébrité. Ses rôles sérieux ont prouvé qu'elle pouvait faire plus que de la comédie, mais la plupart des gens à Hollywood ne l'ont pas remarqué. En 1987, elle est à nouveau nominée pour un Emmy, mais elle perd face à Estelle Getty de The Golden Girls. Beaucoup pensent qu'elle aurait dû gagner. Elle n'avait que 21 ans et avait été nommée 2 fois pour le même rôle. Mais les Emmy prenaient rarement les jeunes actrices au sérieux. Les sitcoms étaient considérés comme faciles. Les critiques disaient que la comédie n'était pas de la vraie comédie. Elle est donc repartie les mains vides, même si le public l'a adorée. La suite est presque cruelle. Alors que son personnage Mallory se rendait à l'université dans les dernières saisons, Justine voulait aussi y aller. Elle s'est inscrite à l'université. Elle était prête à étudier, mais les studios Paramount l'en ont empêchée. Ils ont dit non. Elle était sous contrat. Elle a dû continuer à tourner. Le personnage a pu apprendre et grandir à l'écran, mais la fille qui l'incarnait n'a pas été autorisée à faire de même dans la vie réelle. Justine a qualifié cette expérience de dévastatrice. En 1989, la série Family Ties s'est achevée sur un final retentissant. Plus de 36 millions de personnes ont regardé le dernier épisode. C'est devenu la 9e fin de série la plus regardée de l'histoire de la télévision. Justine a fait une prestation d'adieu puissante et les fans l'ont félicitée. Mais le lendemain, la vérité la frappe de plein fouet, elle est au chômage. Elle venait de terminer le plus grand rôle de sa vie et les directeurs de casting ne voyaient plus qu'une chose Mallory. Ce rôle était devenu sa prison. Elle craignait que personne ne lui donne jamais une autre chance. En 1990, elle tente de tout changer. Elle prend le risque de jouer dans L'image fatale, un thriller sombre tourné à Paris. Elle y incarne une femme qui assiste à un meurtre et se retrouve entraînée dans le danger. Cela ne ressemble pas du tout à Mallory. Elle espère que les gens la verront différemment, mais même dans ce cas, les critiques ont dit qu'ils voyaient encore des traces de Mallory en elle. Le film n'a pas bien marché. Les spectateurs n'arrivaient pas à se débarrasser de l'ancienne image. Après cela, les choses ont empiré. Elle a passé des auditions, mais les gens ne voulaient pas voir plus loin que Mallory Keaton. Les directeurs de casting ne se souciaient pas de ses qualités. Ils l'appelaient la sœur idiote. L'un après l'autre, les projets lui échappent. Elle a passé une année entière à faire des essais pour des spectacles qui n'ont jamais vu le jour. Elle avait l'impression que plus personne ne croyait en elle. Elle avait trop bien joué le rôle. Hollywood pensait que c'était ce qu'elle était vraiment. En octobre 1992, Justine Bateman a joué le rôle d'une étudiante en médecine nommée Marty Hiller dans un thriller télévisé intitulé Deadbolt. Dans l'histoire, elle laisse un homme s'installer comme colocataire sans savoir qu'il est dangereux. Peu à peu, il contrôle tout dans sa vie jusqu'à l'enfermer dans l'appartement. Ce qui rend l'histoire encore plus obsédante, c'est qu'elle se rapproche de la vie réelle de Justine. Elle était célèbre depuis Family Ties, mais cette célébrité était devenue un piège.
Hollywood lui donnait toujours les mêmes rôles. Des femmes effrayées, des victimes, des personnages sans défense. Et elle se sentait coincée comme si elle ne pouvait pas respirer en dehors de ce que les gens attendaient d'elle. Puis en septembre 1996, elle a tenté quelque chose de différent et a rejoint une sitcom intitulée Men Behaving Badly. Elle y joue le rôle de Sarah, la petite amie d'un des personnages principaux. Au début, les choses semblent prometteuses. Le premier épisode a attiré près de 15 millions de téléspectateurs. Mais en coulisses, c'était le bordel. Il y a eu des disputes à propos de l'argent et des conflits d'ego. À la fin de la première saison, en 1997, Justine et son partenaire sont partis. L'émission a à peine connu une deuxième saison et a été annulée à la fin de la même année. Une autre porte s'était fermée et Justine essayait toujours d'échapper à l'ombre de sa célébrité passée. La suite a été encore plus douloureuse. Au milieu des années 1990, ses agents lui ont annoncé une chose choquante. Si elle voulait continuer à travailler, elle devait avoir recours à la chirurgie plastique. Elle avait toujours vieilli naturellement, mais Hollywood ne voulait pas de cela. Lorsqu'elle s'est connectée à Google, la première suggestion était « paraît vieille ». Cela l'a anéantie. Elle a commencé à se dire qu'ils avaient peut-être raison. Peut-être qu'elle avait besoin de changer de visage. Mais au fond d'elle-même, quelque chose ne collait pas. Elle y a réfléchi et a même rencontré 3 chirurgiens différents à Beverly Hills. Mais en fin de compte, elle s'est éloignée. Des années plus tard, elle a raconté ce moment dans son livre « Face One Square Foot of Skin », paru en 2021, en disant qu'il n'était pas normal que les femmes se sentent brisées simplement parce qu'elles vieillissaient. Ce moment l'a changée. Elle a commencé à s'exprimer, refusant de rester silencieuse, alors que d'autres se voyaient imposer de s'effacer. En 1999, les offres d'emploi d'acteurs avaient presque disparu. Justine ne voulait plus attendre. Elle a utilisé les économies réalisées grâce à Family Ties et a pris les choses en main. Elle a commencé à réaliser des films. Ce n'était pas facile. Elle investissait son propre argent en espérant que quelqu'un s'intéresse à elle. Des années plus tard, en 2017, son court-métrage 5 Minutes a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto, puis à Tribeca en 2018. Il ne durait que 10 minutes, mais il en disait long sur le comportement humain et les tensions sociales. Pour elle, la réalisation n'était pas une question de célébrité, mais de survie. Si personne ne lui donnait sa chance, elle se débrouillait toute seule. Puis une chose surprenante s'est produite. En janvier 2001, elle a épousé Marc Flouan. Il n'était ni acteur ni musicien. Il travaillait dans l'immobilier, gérant d'immenses propriétés pour la Deutsche Bank. Ils s'étaient rencontrés il y a longtemps au lycée, mais s'étaient retrouvés lorsque Justine traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il était stable, gentil et gagnait plus d'1 demi-million de dollars par an. Cette sécurité financière lui a permis de prendre du recul par rapport à la folie d'Hollywood. Elle n'avait plus besoin de se rendre à toutes les auditions ou sur le tapis rouge. Elle pouvait respirer pour une fois. Elle ne survivait pas pour les caméras, elle vivait pour elle-même. En juin 2002, leur fils Duke est né, et avec lui est venu un choix qui a choqué tout le monde. Justine a dit non à des offres de millions de dollars. Entre 2002 et 2004, elle ne voulait pas que son enfant grandisse sous les feux des projecteurs qui avaient failli la ruiner. Elle savait ce que c'était que d'être célèbre à l'adolescence, et elle ne voulait pas que ce soit le cas pour lui. Elle s'est donc retirée pendant 2 années entières. Elle a refusé toutes les offres et est restée chez elle, a évité les interviews et a tenu sa famille à l'écart de l'industrie. Elle travaillait sans relâche depuis 1982 et c'était sa première véritable pause. Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée, mais pour elle, c'était un nouveau départ. 2 ans plus tard, en janvier 2004, sa fille Gianetta est née. Mais au lieu de se réjouir, Justine tombe dans une profonde dépression postpartum. Pendant 8 longs mois, elle s'est à peine reconnue. Elle a pris 40 livres, n'arrivait pas à dormir
et avait des crises de panique qui l'empêchaient de sortir de chez elle. Au même moment, son frère Jason Bateman faisait un retour en force avec Arrested Development. Tandis qu'il remportait des prix et recevait des éloges, Justine s'enfermait dans le silence, essayant de s'extraire de l'obscurité. La thérapie et les médicaments ont aidé, mais le contraste entre leur vie à cette époque était douloureux et impossible à ignorer. En 2012, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Justine Bateman, ancienne star adolescente de Family Ties, est entrée dans une salle de classe de l'UCLA. Elle avait 46 ans. Les étudiants qui l'entouraient étaient des adolescents dont la plupart commençaient à peine leur vie. Mais Justine n'était pas là pour le plaisir ou la célébrité. Elle s'est inscrite pour obtenir un diplôme difficile en informatique et en médias numériques. Sa raison était simple, elle voulait prouver qu'elle pouvait faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de stimulant, quelque chose dont personne ne pensait qu'elle était capable. Dans les années 1980, lorsqu'elle jouait Mallory Keaton, la Paramount lui avait dit sans ambages qu'elle n'avait pas le droit d'aller à l'université. Ils lui ont dit « Vous êtes sous contrat ». Elle n'y est donc pas allée. Mais aujourd'hui, toutes ces années plus tard, elle est revenue pour faire ce qu'on l'avait empêchée de faire. Cela n'a pas été facile. Elle avait des difficultés d'apprentissage et devait faire face à des élèves qui la regardaient comme si elle n'était pas à sa place. Elle était assise dans des salles de classe remplies d'enfants ayant la moitié de son âge, et alors qu'ils commençaient à peine leur vie, Justine réécrivait la sienne. Parallèlement, elle travaillait toujours dans le cinéma et la télévision, mais chaque jour elle se présentait pour apprendre le code, passer des examens et construire quelque chose de nouveau. En 2016, après 4 ans de travail acharné, elle a obtenu à 50 ans un véritable diplôme en informatique. Ce moment a fait taire beaucoup de gens. 1 an après avoir commencé l'école en 2013, elle est apparue dans un épisode de Modern Family. Cela aurait pu l'amener à jouer d'autres rôles, à gagner plus d'argent, à faire la même chose, mais elle a dit non. Elle voulait quelque chose de différent. Elle ne voulait pas être Mallory Keaton pour toujours. La nuit, elle jouait toujours, mais le jour, elle écrivait des scripts, créait des applications et travaillait même comme stagiaire en ingénierie logicielle à Symantec. Elle apprenait à construire des choses avec Python et SQL tout en refusant des offres d'emploi d'actrice qui ne lui convenaient plus. Elle choisissait la liberté plutôt que la célébrité. En 2015, elle s'est lancée dans quelque chose d'encore plus audacieux. Elle a créé sa propre société de production Section 5. Elle a créé sa propre société de production Section 5. Mais il ne s'agissait pas simplement d'un endroit où faire des films. C'était sa façon de mélanger l'art et la technologie en utilisant tout ce qu'elle avait appris. Elle commence à travailler sur des courts-métrages expérimentaux comme Z5 Minutes et Push. 5 Minutes a ensuite été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2017, et ce n'était que le début. En 2021, son premier long-métrage, Violet, a été présenté en avant-première à SXSW. Il met en scène Olivia Munn, Justin Theroux et Luke Bracey. Mais il ne s'agissait pas d'un simple film, mais de quelque chose de profondément personnel. L'histoire parlait de la peur et de l'anxiété et de cette voix discrète dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Justine a écrit le scénario en 2011, mais a passé 18 mois à se battre pour trouver des fonds. Lorsque les studios l'ont rejeté parce qu'il était trop féminin, elle n'a pas abandonné. Elle a tout de même réussi à le réaliser et les gens sont venus le voir. En 2018, elle a publié un livre intitulé « Fame, the Hijacking of Reality ». Il ne s'agissait pas d'une histoire agréable à vivre, mais d'un livre cru et honnête. Elle a parlé de crise de panique, de la perte de son identité, de l'étrange façon dont la célébrité vous fait sentir invisible, même lorsque tout le monde regarde. Il ne s'agissait pas de commérage, mais de vérité. Elle a décrit la célébrité comme quelque chose qui vous prend, mais ne vous rend jamais. Les critiques ont estimé qu'il s'agissait de l'un des livres les plus honnêtes jamais écrits par un ancien enfant star.
Mary Louise Parker l'a qualifié d'éminemment citable. Yati. Puis il y a eu quelque chose d'encore plus personnel. En 2021, elle a tapé son nom sur Google et a reçu une suggestion. Justine Bateman a l'air vieille. Elle avait 42 ans lorsque cela s'est produit et cela l'a piqué. Ce moment a été le point de départ de quelque chose d'important. Au lieu de se cacher, elle a écrit un deuxième livre, Face One Square Foot of Skin. Elle a interrogé près de 50 femmes sur le vieillissement, la beauté et la honte. Et elle a dit au monde qu'elle refusait de faire quoi que ce soit à son visage, même si les gens ne le comprenaient pas. Elle a dit qu'elle s'était regardée dans le miroir et qu'elle n'avait pas vu ce que l'Internet voyait. Elle avait vu la force. Le livre a connu un énorme succès et a permis aux gens de voir la beauté d'une nouvelle manière. En 2023, elle a participé à l'émission 60 Minutes Australia et a déclaré quelque chose qui a choqué tout le monde. « Je n'en ai rien à faire. Je pense que j'ai l'air radieuse. » Elle a expliqué qu'elle avait déjà envisagé de recourir à la chirurgie. Elle avait envisagé de se faire refaire les paupières, de se faire un lifting du bas du visage. Mais finalement, elle a décidé de ne pas le faire. Elle a dit que si elle changeait de visage, elle perdrait son autorité. Ce moment est devenu viral. Certains l'ont attaquée, d'autres l'ont qualifiée de courageuse. Mais elle n'a pas bronché. Ses paroles se sont transformées en un mouvement. Elle ne se contentait pas de vieillir naturellement. Elle se battait pour toutes les femmes qui se sentaient obligées de paraître plus jeunes pour se sentir valorisées. Son travail ne s'arrête pas là. Elle avait obtenu son diplôme en technologie et l'utilisait désormais pour lutter contre quelque chose de nouveau, l'intelligence artificielle. En 2023, elle a fondé Credo 23, un groupe qui revendique la réalisation de films sans IA. Elle pensait que l'IA tuerait le véritable art à Hollywood. Pendant les grèves à Hollywood, elle a participé au piquet de grève. Elle a aidé la SAG-AFTRA à comprendre les dangers de l'IA, non seulement pour les acteurs, mais aussi pour tous ceux qui travaillent en coulisses. Elle a même lancé le festival du film Credo 23, où aucun contenu produit par l'IA n'est autorisé. Elle ne s'est pas contentée de parler, elle a mené le combat. Mais ce combat ne concernait pas seulement l'avenir, il concernait aussi son passé. En 2017, son court-métrage 5 Minutes a été salué par la critique et lui a permis de prouver qu'elle pouvait réaliser. Ce film et un autre intitulé Push lui ont donné l'élan nécessaire pour donner enfin vie à Violet. Elle a reconstruit sa carrière en partant de zéro, en utilisant des courts-métrages comme preuve qu'elle pouvait tenir ses promesses. Les investisseurs ont cru en elle et elle a tenu toutes ses promesses. En novembre 2024, elle en a eu assez. Elle a écrit un article puissant pour Fast Company, disant ce que d'autres avaient trop peur de dire. Elle a dit qu'Hollywood était mort. Elle a déclaré que le streaming et l'IA l'avaient détruit, que les studios ne s'intéressaient qu'aux superproductions à 1 milliard de dollars et que la narration avait été sacrifiée au profit de l'argent. Lors de la conférence RAPS 2025, elle est allée encore plus loin. Elle a prévenu que l'IA prendrait en charge des départements entiers. Elle a dit qu'elle pourrait même remplacer les acteurs eux-mêmes. Et personne ne peut dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle avait le diplôme, l'expérience et le courage de le dire. À 59 ans, Justine Bateman représente quelque chose de bien plus grand que la comédie. Elle représente la vérité. Elle représente le vrai vieillissement. Elle représente le pouvoir de recommencer à zéro. Elle affirme que chaque ride de son visage témoigne de sa détermination, de sa créativité et de sa vie. Lorsqu'elle entre dans une pièce, ce n'est pas pour être jeune ou jolie, c'est pour dire « voilà qui je suis, je ne vais nulle part ». Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, elle ne fait que commencer.